Vous êtes un public formidable, hein? Merci. Léonard et la nature, qui est le thème qu'on m'a demandé de traiter, est un thème à peu près évident. Léonard est d'abord et avant tout un artiste, et la nature, c'est sa matière première. Alors on peut faire toutes sortes d'informations complémentaires. Léonard est un enfant bâtard, naturel, on ne peut pas faire de jeu de mots là-dessus, mais quand même un peu, qui a passé toute son enfance au contact de la nature et pas dans une ville et surtout pas dans une école. Son école, ça a été la nature, et on retrouvera toujours cette idée dans ses carnets que la nature, c'est le maître des artistes. Maintenant, quand il dit la nature est le maître des artistes, il ne faut pas imaginer qu'il comprenait la nature comme peuvent la comprendre Maison et Jardin ou Greta Grunberg. La nature, pour lui, c'est la nature des choses, c'est-à-dire la réalité physique des choses et non pas ce qu'on peut lire dans les livres ou ce qu'on peut avoir appris de ses maîtres. Léonard, autodidacte, sera toujours fidèle à cette idée que tous ces savoirs méritent d'être questionnés, comparés avec la réalité des choses, et c'est dans ces expériences, souvent de compréhension simplement de la parole des anciens, que Léonard a inventé, a trouvé des choses. Alors, on a un dessin ici qui est très célèbre, qui est un dessin de jeunesse, dans lequel Léonard a peint les environs de l'Arnaud, enfin dessiné, pardon, les environs de l'Arnaud, c'est-à-dire de son village natal. C'est un dessin en partie imaginaire, en partie réaliste, dans lequel il y a un point qui est particulièrement intéressant. On dit toujours que c'est le premier dessin de paysage de l'histoire de l'art. Bon, peut-être, mais c'est la version cinétique de sa vision qu'il nous rend. C'est-à-dire que si vous regardez les arbres, je ne sais pas comment marche le pointeur, les arbres sur le côté, vous verrez qu'ils sont déjà, Léonard a 20 ans quand il fait ça, ils sont déjà représentés en mouvement et pas stable. Il y a une information qui est première chez Léonard, c'est que tout bouge, tout change en permanence, et ça va être une des activités à laquelle il va se consacrer, c'est-à-dire essayer de comprendre ce phénomène. Devant la nature, Léonard a des sentiments qui sont complexes. Il le dit dans un petit conte qui figure dans ses carnets. Il raconte comment un jour, il s'est retrouvé, mais c'est peut-être un rêve, mais en tout cas très symbolique, il s'est retrouvé devant l'entrée d'une caverne, que cette caverne l'attirait comme quelque chose de très mystérieux et de très fascinant, et qu'en même temps, elle lui faisait peur. La nature, pour Léonard, c'est aussi ce double aspect, la nature qui est créatrice, qui est la vie, qui est source de vie, et qui en même temps peut s'avérer destructrice. Et il a toujours ce double regard sur les choses. L'eau, qui est par exemple un de ses thèmes de prédilection. L'eau, c'est ce qui permet de vivre, c'est ce qui permet l'agriculture, c'est ce qui permet aux plantes, etc., de prospérer. Mais c'est également le matériau le plus destructeur qui soit. Il dit, si on laissait faire l'eau et le vent, la terre serait aussi lisse qu'une boule de billard. Je ne pense pas qu'ils disent boule de billard, mais c'était l'intention. Pour comprendre la nature, c'est-à-dire pour Léonard artiste, pour la représenter, il y a deux choses. Il y a une première partie qui est ce qu'on appelle en italien et que tous les artistes utilisent, l'imitazione, c'est-à-dire essayer de retrouver la ressemblance des choses. La ressemblance au plus près, c'est ce qui se fait par le dessin, de préférence en faisant du dessin d'après nature, encore une fois, là c'est assez clair. Là, je vous ai mis un peu de tout, une tête d'enfant, des plantes, un portrait, un animal, des draperies. Dans l'idée de Léonard, nature s'applique aussi aux créations humaines, à l'homme, à peu près tout ce qui existe. Encore une fois, c'est plutôt, comme chez Lucrèce, la nature des choses. Mais cette création ne peut vraiment s'opérer que lorsqu'on passe de la ressemblance à ce qu'il appelle l'idea ou le concetto, c'est-à-dire que l'on met ce que l'on a vu, ce que l'on a appris à connaître, en forme.
Dans tous ces dessins, qui sont des petits croquis, ou, sauf le carton de la Vierge Sainte-Anne, qui est un grand carton, vous voyez comment l'idée, petit à petit, se précise. Il y a des repentirs, il y a des tâches, on cherche, on trace. Léonard parlait volontiers de ce qu'il appelle la construction sauvage, le compartimento inculto, où on part de tâches, de traits, et on essaye d'y voir quelque chose d'un peu plus structuré. C'est une lente élaboration qui est purement mentale. Léonard dit encore la peinture est cosa mentale, c'est une chose qui se fait dans l'esprit. Donc, étudier la nature, c'est indispensable, mais ensuite, il faut redigérer ce qu'on a étudié pour essayer de tout représenter. Parce que probablement, la raison principale de tous les travaux de Léonard, c'est qu'il est peintre, qui doit peindre le monde, et que pour peindre le monde convenablement, il faut comprendre le monde. Si vous comparez, par exemple, ce dessin de gauche, qui est un portrait peut-être fait d'après nature, et si vous voyez ce que Léonard en fait dans le tableau de droite, la Vierge Rocher, vous voyez la grande différence. L'un, c'est la ressemblance, l'autre, c'est l'idée, la forme qu'il a créée. La peinture, disait Léonard, est une fiction qui exprime de grandes choses. J'insiste sur le mot fiction, parce que ce qu'il veut dire, c'est que ce qu'il peint, c'est une image du monde, ce n'est pas le monde. C'est une représentation du monde. Et cette notion de représentation est toujours fondamentale chez lui, à la fois comme moteur, pour chercher à comprendre, mais aussi naturellement comme aboutissement pour donner une œuvre d'art. Alors, Léonard, on l'a dit, est un artiste universel, dans ce sens qu'il s'intéresse à tout. Il a une culture encyclopédique et qu'il touche à peu près à tous les sujets. Lui-même dit, il est facile de devenir universel. C'est une chose qu'il a écrite sans forfanterie, parce qu'il explique ensuite comment. Si tu connais les proportions de l'homme, il te sera facile ensuite de connaître les proportions des animaux, etc. C'est en réfléchissant par analogie et similitude que lui-même progresse dans son travail. Alors, naturellement, il y a les proportions humaines, comme on voit ici, et il y a les proportions animales, quels que soient les animaux, c'est ce qui l'intéresse de connaître. Il applique également ça aux végétaux, comme dans ses dessins célèbres, où il essaye de calculer la loi, de définir la loi qui régit l'arborescence. Léonard n'est pas l'inventeur des fractales, parce qu'il ne connaissait pas le mot et qu'on était loin de ça, mais d'une certaine façon, c'est à peu près ce qu'il fait. C'est-à-dire que si on comprend un développement d'arborescence, celui des plantes, on peut aussi comprendre l'arborescence des voies respiratoires, du système cardiovasculaire, etc. Toutes ces lois sur les proportions, sur l'harmonie des proportions, figurent d'une certaine façon dans un livre qu'il a fait avec son ami Luca Pacioli, qui est le traité des divines proportions, et que Léonard a probablement illustré. Les rapports de la nature avec Léonard, on peut les voir très bien exprimés dans la Sala delle Asse. C'est une pièce qu'il a décorée, qui se trouve dans le château Sforza à Milan, dans lequel, si vous regardez l'illustration en couleur, ça vient d'être restauré, vous voyez la nature dans toute son exubérance. C'est le décor du plafond d'une pièce. Léonard a fait un entrelacement de branches et de feuilles qui a l'air d'être le chaos de la nature. Si vous le regardez d'un peu plus loin, et surtout en noir et blanc, vous apercevez que ça obéit à une géométrie extrêmement précise. Ce n'est pas la nature, c'est la nature régulée par l'homme. J'essaye d'aller vite. L'autre idée, c'est l'analogie. Donc je vous parlais du passage d'un domaine à un autre, Léonard étudiant le cours des rivières, Léonard étudiant l'anatomie, ici l'anatomie féminine, pour lui, il y a une vraie équivalence. Ça l'amènera à énormément de trouvailles, ça l'amènera à quelques erreurs qui sont assez compréhensives, mais Léonard fait partie de cette vieille tradition médiévale qui remonte à Paracelse, du macrocosme et du microcosme. Ce qui est dans le petit se retrouve dans le grand, etc. C'est pour ça que je vous parlais de fractal tout à l'heure.
D'un autre côté, Léonard, à la différence de notre époque, qui est une époque de spécialisation, arrive à toucher à tout. Et pour lui, c'est capital. Alors, j'ai mis cette page de ses carnets parce qu'elle contient un nombre d'éléments à peu près assez stupéfiants. Est-ce que ça marche? Non. Pardon, il y a un bus quantique, il y a une fleur au milieu, il y a des nuages d'un côté, il y a une mèche de cheveux, il y a de la géométrie un peu partout, il y a une machine dans le coin inférieur gauche. Cette page est, comment dire, presque une photographie de l'esprit de Léonard. C'est-à-dire que toutes ces choses, pour lui, sont liées, j'appelle ça un écosystème. En anthropologie, aujourd'hui, on parle volontiers de l'écosystème des soi, SOI. C'est comme ça que fonctionne Léonard. Tout est lié, et on ne peut pas comprendre une chose si on n'a pas compris sa voisine, et si on la comprend, celle-ci reflète les vérités d'un autre domaine. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, les turbulences l'ont toujours occupé, le mouvement. Le mouvement, c'est intéressant parce qu'en italien, ça se dit il moto, mais avec deux T, moto, c'est l'expression. Léonard était très friand de jeux de mots. Il lui arrive d'employer l'un à la place de l'autre, de ces mots. L'expression est finalement ce qui l'a le plus intéressé. Mais l'expression, c'est une turbulence des choses. Un visage ou un visage mort, c'est quelque chose qui ne bouge pas, un visage qui est remué par le mouvement de l'âme, pour reprendre sa terminologie, c'est un visage que l'on peut peindre et qui va exprimer quelque chose. Donc on revient à la définition précédente, la peinture est une fiction qui exprime de grandes choses. J'ai compris, j'ai dépassé le temps, donc je m'assieds. Pardon. Donc, Serge Bralli, c'était sa dernière image. Hein? Mais Serge, voilà, une minute. Ah! J'aurais voulu vous montrer, mais attendez, je vais essayer de retrouver la dernière illustration, parce que, oups, on l'a passé. Bon. À la fin de sa vie, Léonard, lorsqu'il est venu en France, a apporté avec lui 3 tableaux. Ce sont 3 tableaux qui n'ont jamais été livrés, qui gardaient par devers lui, ce qui est très étonnant parce que un artiste, normalement, ça livre à la commande. Ces 3 tableaux sont des tableaux un peu testament. Et voilà celui que je voulais vous montrer en particulier, le Saint-Jean-Baptiste du Louvre, dans lequel, dans un portrait, dans une peinture religieuse, Léonard a mis à peu près toute sa philosophie et tout ce que j'ai essayé de vous dire sur lui. Les cheveux, effectivement, sont les torsades qui sont à peu près les mêmes que ce qu'il a imaginé pour l'eau. Le mouvement lui-même est un mouvement circulaire, comme pour dire, regardez, ça tourne, ça bouge. Mais le principal, c'est cette expression, ce sourire et ce doigt levé qui semble dire, tout ça est absolument merveilleux. Et c'est l'émerveillement de Léonard devant la création que peut-être ce tableau essaye d'exprimer. Merci.